Mesdames, Messieurs, bonjour. Je m'appelle Julie Théa. Bienvenue sur notre émission Parlons de livres. Aujourd'hui, c'est reparti pour un nouvel épisode. Nous recevrons donc Monsieur Étienne Kern qui va nous parler de son livre « Le tu et le vous ». C'est assez rare comme, je dirais, comme sujet, hein? C'est parce qu'on trouve tellement évident, on tutoie, on vous voit, mais jamais on se pose la question au fait, pourquoi vous voyons-nous, pourquoi tutoyons-nous? Et voilà, on va en parler aujourd'hui et c'est à découvrir. Bonjour, Monsieur Étienne Kern. Bonjour, merci beaucoup, merci. Je vous en prie, c'est un plaisir de vous recevoir sur Parlons des livres, surtout que votre livre a attiré l'attention. On s'est dit, ouais, c'est pas commun, vous savez, c'est pas commun qu'on se pose la question, pourquoi vous voyons-nous? Pourquoi tutoyons-nous? Qui on tutoie? Qui on vous voit? Et puis, non, votre livre, effectivement, ne pose pas le problème ou ne donne pas un avis quelconque, mais en fait, dit les choses telles qu'elles sont, fait le constat. Pour moi, je me suis dit, c'est un constat, en fait. Vous faites un constat. Et puis voilà, à chacun d'en juger. Oui, effectivement, je n'ai pas voulu défendre absolument une thèse, faire un éloge du Voilà, tu, un éloge du c'est ça. vous. J'ai OK. voulu montrer que c'était une question très riche en réalité, que le choix entre les deux pronoms dit énormément de choses de nous-mêmes, du rapport à l'autre, de la société, de la langue. Bref, c'est une question extrêmement riche. D'accord, d'accord. Mais on va en parler. Du coup, avant d'en parler, si vous voulez bien vous présenter aux auditeurs. Oui, bien sûr. Alors, je suis professeur de lettres à Lyon, en France, et c'est par passion pour la langue française et les écrivains, parce que je parle quand même beaucoup de littérature dans le livre, que j'ai voulu me pencher un peu sur cette question. Ce livre n'est pas le premier. Avant, il y avait plusieurs essais qui parlaient surtout des écrivains. Après, il y a eu un roman aussi, mais là, ce livre qui est mon avant-dernier porte, vous l'avez dit, sur le tu et le vous. C'est un livre de... Voilà, ce qui est important, c'est que je ne suis pas un spécialiste du tu ou du vous. Je veux dire, je ne suis pas linguiste, par exemple. Je ne suis pas grammairien. Je suis prof de lettres. Je suis très curieux, évidemment, de voir comment fonctionne notre langue et les textes qui la mettent en œuvre. Mais mon regard sur cette question était un regard un peu d'amateur éclairé. J'ai voulu attirer l'attention sur cette question, qui est traitée quand même très sérieusement par des linguistes, évidemment, mais en général dans des livres un peu inaccessibles, un peu pointus, qui sont difficiles à trouver. Donc c'est un livre grand public sur une question qu'on n'interroge pas très souvent, alors que c'est une expérience qu'on fait tout le temps dans notre vie. Comme vous le dites, effectivement, vous n'êtes pas linguiste, tout ça, mais c'est ce qui est bien dans ce livre parce que c'est écrit de façon simple, vous voyez, à Oui, la portée de tout le monde, des non-linguistes, voilà, on n'a pas besoin de connaître un langage particulier de linguiste pour voilà, comprendre le tu, le vous, la façon dont vous expliquez, c'est simplement expliqué et surtout, moi, c'est les anecdotes. Mais qu'est-ce que je me suis mariée avec ces anecdotes? Il y en a que j'ai reconnues, mais vraiment, c'est vraiment super. Donc, la question, c'est ça, on se pose en français, le tu, le vous. Alors, j'ai vu un petit peu, vous avez forcément fait des recherches, voilà, on va lire beaucoup avant d'écrire tout ça. Donc, avant qu'on en parle, essayez un peu, par exemple, de nous comparer entre le français et, par exemple, l'italien ou le japonais. oui, Nous, en français, on dit tu, vous. Qu'est-ce qui se passe en italien ou en japonais? oui. Ouais. Euh, alors, en France, on a souvent l'impression que notre système est complexe parce que on est confronté à une forme d'insécurité linguistique. On hésite souvent et parfois on a peur de commettre un faux pas parce qu'on a deux possibilités, tu ou vous. Eh bien, il y a des langues comme l'italien ou plus encore le japonais où le choix est encore plus compliqué parce qu'en italien, par exemple, il y a trois pronoms et pas simplement deux. Il y a le tutoiement, donc ce qui correspond à notre tu français, et il y a deux formes différentes pour dire vous. Et c'est très intéressant historiquement et géographiquement. En italien, on peut dire vous en disant voi, qui vient du latin vos, qui a donné aussi vous en français, mais on peut aussi dire lei, L majuscule, EI, qui veut dire étymologiquement elle, un féminin singulier. À l'origine, dire lei était une manière plus polie encore de dire vous. C'était une marque de déférence, de respect extraordinaire pour quelqu'un de très important. Parce que ce féminin qu'on a dans lei, en fait, reprend implicitement un mot comme votre éminence, votre seigneurie, votre grandeur.
quelque chose comme ça. Et ça vient du vocabulaire comment dire, courtisan de la Renaissance. Puis ça s'est compliqué un peu d'un point de vue géographique parce qu'il y a certaines régions où on dira plutôt Voy, plutôt lei. Et ça s'est encore compliqué au XXe siècle parce qu'il y a une page d'histoire qui est passionnante, c'est le moment où Mussolini veut interdire la forme lei en considérant qu'elle n'est pas vraiment italienne, qu'elle est espagnole et accessoirement qu'elle est une forme féminine. Et ça pose problème dans ce système viriliste qu'est le fascisme. Et donc, Mussolini veut imposer ou bien tu ou bien Voy, mais pas ce lei. Et donc, il y a des régions d'Italie aujourd'hui qui refusent absolument de dire lei parce que historiquement, c'est la forme associée à Mussolini. Voilà. Le japonais, je crois qu'il y a, alors c'est peut-être une erreur, mais il y a 6 ou 7 formes différentes. Je crois qu'il y en a 6, enfin, il y en a encore plus. Et c'est très codifié, selon l'âge, selon le sexe, selon le statut social de la personne à qui on s'adresse. Donc voilà, quand on compare un petit peu, on peut se dire qu'en français, après tout, c'est moins compliqué qu'on en a parfois l'impression. C'est vrai, c'est vrai. Alors, vous êtes prof, moi également. Oui. Et qu'est-ce qu'on fait? En France, je ne sais pas, vous tutoyez vos élèves, vous les vous voyez? En général, comment ça se passe en Bien France? sûr. Ça dépend un peu de l'âge, ça dépend de l'âge des élèves. Je crois que dans les écoles primaires, le tutoiement est archi, enfin, même la norme, quoi, la base. Dans les collèges, ça doit être un peu plus équilibré. Par exemple, mon fils est collégien, il est en troisième, et il a à peu près une moitié de ses profs qui disent tu, une moitié qui disent vous. Et après, au lycée, en fait, plus les élèves grandissent, plus le vouvoiement est présent. Donc, ça dépend. Dans un lycée, tu, vous, enfin, pour ma part, je dis vous à mes élèves, parce que j'aime bien, comment dire, qu'il y a une forme de réciprocité. Je veux dire, ils me disent vous, je leur dis vous, c'est très simple comme ça. Euh, mais pour le coup, il n'y a pas vraiment de mauvaise solution. Parce que je comprends très bien qu'on tutoie ses élèves pour créer une forme de proximité, pour les encourager plus facilement. Et je comprends aussi très bien qu'on les voit, qui est une manière de leur dire qu'ils sont des adultes et qu'on leur parle comme à des grandes personnes pour les inviter à le devenir encore plus. Oui. Alors, parlons de vouvoiement avec les jeunes. Voilà, tutoiement, moi, c'est pareil. Bon, moi, il n'y a pas de problème parce que you, c'est you. Hein. You en anglais, voilà, c'est you, you. Et quand bien même, effectivement, j'ai retrouvé, il y a un paragraphe où vous avez effectivement raison parce que j'avais moi-même déjà lu que le you anglais, en fait, c'est le vous. Oui, oui. Oui. C'est vrai, effectivement, c'est paradoxal. Historiquement, le you anglais correspond à un vouvoiement, puisque pour dire tu en anglais, historiquement, on disait thou, T-H-O-U. Et cette forme tombe en désuétude à Oui. partir du XVIIIe siècle à peu près, et n'existe aujourd'hui à peu près que dans le cadre religieux. Ah. Et donc, on garde ce tutoiement pour s'adresser à Dieu dans les prières, dans l'idée que c'est ce qu'il y a de plus intime. Mais du coup, c'est complètement paradoxal parce que la forme qui est censée dire la proximité, l'affection, la familiarité, euh, a une dimension extrêmement solennelle aujourd'hui en anglais. Oui, Ce thou est extrêmement solennel, euh, ce qui n'est pas le cas du tu français, évidemment. oui, oui. Et c'est paradoxal aussi parce que, vu de France, on a l'impression que le you anglo-saxon, ou surtout américain, est très décontracté, très facile, etc. Et donc, on le rapproche un peu d'un tutoiement. Et je suis convaincu que dans les entreprises françaises, des patrons ou des employés qui se tutoient doivent avoir un peu l'impression de faire comme les Américains en incarnant une forme de modernité. Mm, mm. Alors, historiquement, c'est you, vous. Oui, c'est ça, vous. Alors, je précise bien aux auditeurs, aux personnes qui nous regardent. Donc, Monsieur Kern parlait du vous. C'était H-O-U, qui était différent du you, Y-O-U. C'est bien ça. Oui, Mhm. voilà. Le THOU, c'est le tutoiement. Thou. C'est ça. C'était le tutoiement, mais qui maintenant n'existe plus, c'est fini. Comme vous dites, on les retrouve juste dans les textes religieux, hein, maintenant. C'est ça. Ils sont restés dans les textes religieux. Donc, OK. Donc, au moins, ça, c'est plus simple. Ça simplifie beaucoup de choses. Parce qu'en France, mais qu'est-ce que c'est compliqué en France. On rentre dans des dilemmes pas possibles. Le vouvoiement politicien, hein, vous avez tout nommé, non, le tutoiement politicien, le tutoiement médiatique, le tutoiement colonial, le vouvoiement de gauche, hein, le vous amoureux, le vous érotique, le vous face aux beaux-parents. On va parler du cas d'Hélène.
hein, le cas d'Hélène, Oui, page 80. oui, Hélène, qui au départ tutoie ses beaux-parents parce qu'ils l'ont connue très jeune quand elle a commencé. Et puis le temps passe, le frère du mari d'Hélène arrive, amène sa femme adulte dans la famille et automatiquement le vouvoiement s'installe. Hélène qui tutoie depuis, du coup, eh bien, expliquez-nous. elle Oui. éprouve un sentiment d'incertitude. Elle ne sait plus si elle doit continuer à tutoyer comme elle a toujours fait, ou si elle doit faire comme sa belle-sœur, et elle se dit, mais mince, peut-être que ça fait des années que je vexe mes beaux-parents en les tutoyant alors qu'ils attendaient que je dise vous. Et donc elle commence par douter, et puis elle finit par dire vous, alors que pendant des années, elle a dit tu. Euh, c'est un cas un peu compliqué, mais je crois qu'il est assez représentatif de nos hésitations dans la vie de tous les jours. Et c'est aussi représentatif du fait que entre le tu et le vous, parfois ça évolue, ça peut bouger assez Mm. souvent. On peut passer du vouvoiement au tutoiement quand on devient plus proche, quand on devient ami ou quand on devient amoureux, amant, je ne sais pas quoi. Il est peut-être plus rare de passer du tu au vous, mais enfin, tout arrive dans la vie. Il y a une grande souplesse de ces pronoms qui peuvent, qui enregistrent un petit peu comme les sismographes ou comme les boîtes noires d'un avion, enregistrent un peu ce qui se passe autour de nous, ce qui se passe dans la relation à l'autre et ce qu'on ressent au fond de nous. Mhm. C'est une idée qui est importante. Le tu et le vous, c'est comme un sismographe de nos états d'âme. Mm. Et c'est là qu'on voit que ça engage beaucoup le jeu, tout simplement, le pronom de la première personne. Quand Mhm. on hésite beaucoup entre un tu et un vous, ça veut, par exemple, dire qu'on est complexé socialement, par exemple, et on n'osera pas tutoyer quelqu'un qui nous invite pourtant à le faire. Mm. Euh, et ça en dit beaucoup plus de nous, du coup, que de l'autre personne. Mm. Par exemple, je prends un cas dans le bouquin. On en a parlé, donc je suis enseignant, et il y a un code implicite dans l'enseignement en France, j'imagine un peu partout, c'est que les collègues se tutoient. Entre collègues, on partage la même vie, la même situation, on est au même niveau, on se tutoie. Mm. Mais parfois, malgré tout, on voit des collègues qui n'osent pas se tutoyer ou qui ne le font pas, peut-être pour marquer la distance, parce qu'ils ne veulent pas se tutoyer, ils ne s'aiment pas. Peut-être parce que la différence d'âge est trop importante. Un jeune collègue n'osera peut-être pas tutoyer quelqu'un qui est presque à la retraite. Parfois, la question des genres joue aussi entre hommes et femmes. Euh, et dans mon cas, il y a juste une anecdote que je raconte, c'est que j'avais pour collègue dans le lycée où j'enseigne, quelqu'un qui était le père d'une amie que j'ai connue il y a longtemps. Et Mm. malheureusement, cette amie est décédée prématurément. Pour moi, cet homme est à jamais le père de cette amie que j'avais et qui n'est plus là. Donc, il est un peu sacré, si vous voulez. C'est une figure intouchable. Il paraîtrait choquant, irrespectueux par rapport à la mort de mon ami. Il paraîtrait irrespectueux de le tutoyer. Alors que n'importe quel autre collègue, je le tutoie. Mm. Mais voilà. Et donc, cette situation, finalement, ça dit des choses de ce qui m'est arrivé, de la tristesse liée à la mort de cet ami, et donc du jeu, du moi. Mm. Voilà, la question du tu et du vous engage aussi le jeu. C'est ça, exact. Mais effectivement, il y a tellement de situations. Alors, dans le cas d'Hélène, c'est quand même souvent courant de passer du vous au tu. Oui, bien Voilà, sûr. c'est courant. Mais Hélène, ayant tutoyé sa belle famille pendant toutes ces années, tu, et puis ce qui soudain passe au vouvoiement, je me suis interrogée, j'ai tiqué en disant, ah ouais, j'avais jamais pensé. L'inverse semble plutôt évident, Oui, vous voyez, oui, plutôt que bon, et puis subitement, c'était pour s'aligner en fait, pas solidarité, je crois, avec voilà, les, pour s'aligner. voilà. Parce que c'est pas un vouvoiement de rigueur, comme on rencontre dans des entreprises, mais là, elle s'est dit non, quand même, par pudeur par rapport aux autres Oui, oui, qui et sont puis avec aussi elles la lui elles. conscience, la crainte d'avoir mal agi pendant un moment, Mmh. un sentiment de culpabilité. Ah. Et donc on retombe sur des questions psychologiques qui engagent Mmh. le jeu. Mmh. Après, voilà, c'est pas la pire culpabilité qu'il y ait dans une vie, heureusement. C'est dire qu'une affaire de pronom d'adresse, je pense qu'on peut très facilement dégonfler la situation de problème en explicitant les choses.
en demandant aux personnes concernées si elles souhaitent que l'on se tutoie ou que l'on se voit. C'est ça. Alors, je vais commencer à lire des petites anecdotes. On parle des jeunes, voilà, dans les lycées. Nous sommes profs, voilà, normalement, c'est vous. Bon, ici, il n'y a pas de souci, mais en France, c'est vous. Alors, l'anecdote que vous relatez, ce jeune qui appelle le président français Manu, c'était lors, alors dites-nous, c'était lors de nous, vous dites juste après lui, Emmanuel Macron, jeu d'équilibriste, par son attachement convenant, on se souvient de son échange un peu ferme avec un adolescent qu'il avait appelé Manu. Bon, c'est vrai que le petit, il est allé un peu loin, hein, le président Manu, bon, on ne sait pas d'où il le connaissait, mais bon. Et monsieur le président répond quand même, tu m'appelles, monsieur le président, d'accord. Et moi, je me suis dit, mais pourquoi lui, en retour, n'a pas dit, vous m'appelez pour montrer l'exemple? Oui, bien sûr. Oui. Ben, ça montre qu'il y a une logique, comment dire, hiérarchique, en fait, très forte dans ces questions de tu et de vous. Dans cette situation, l'échange est, comment dire, dissymétrie, disproportionnée. Le ministre ou le président, enfin l'homme politique, tutoie la personne qui lui paraît en dessous de lui et attend d'être vouvoyé. Et donc, on a une conception verticale, en fait, du rapport à l'autre. Ce que le you anglais efface. Mais en français, il y a encore cette tradition qui, en fait, a quelque chose de féodal, comme au Moyen-Âge. Et c'est pour ça qu'à l'époque de la Révolution française, au XVIIIe siècle, les révolutionnaires ont voulu interdire le vouvoiement, en disant que si tout le monde se dit tu, eh bien, il y aura vraiment une égalité entre les citoyens. Et c'est passionnant à observer ce qui se passe à l'époque de la Révolution, parce qu'il y a un peu un conflit entre deux devises de la France, l'égalité et la liberté, ou la fraternité. Au nom de la liberté, des gens se disent, bah non, on va laisser les gens parler comme ils veulent. Et au nom de l'égalité, des gens se disent, non, on va les obliger à se tutoyer pour que les gens deviennent vraiment égaux. Et la question qu'il y a derrière, c'est le fait qu'une langue ne soit pas simplement un outil de communication, une langue convoque toute une vision du monde. Le contrat social commence avec la langue. Et si notre langue distingue le tu et le vous, c'est que notre langue, comment dire, porte une idéologie avec elle, porte une manière de voir le monde et considère qu'il y a des gens plus importants, des gens moins importants. Heureusement, pas forcément au présent, c'est un héritage. C'est un héritage qui est là depuis des siècles. Mais cet héritage est ravivé dès qu'on parle. C'est ce qu'on voit aussi dans d'autres langues, en fait. Parce que en espagnol, par exemple, pour vous voyez, le pronom usted correspond à une contraction de deux mots qu'on avait en espagnol à la Renaissance, qui était l'équivalent de votre grâce. J'ai oublié, j'avoue, comment on dit en espagnol, mais ça correspondait à votre grâce. C'est-à-dire une formule qu'on va employer face, je ne sais pas moi, un prince, un cardinal ou quelqu'un qui est un seigneur par rapport à un simple manant bourgeois, enfin, quelqu'un de normal à l'époque. Évidemment, les seigneurs, la féodalité ne sont plus là, mais la langue, qui est comme une boîte noire, a enregistré le fait qu'à un moment, la langue a servi à dire ce rapport de force. C'est ça, c'est ça. Et c'est vrai qu'il y a des idées derrière. Soit c'est le respect, soit effectivement c'est un lien de subordination, soit, mais bon, on va parler du cas de Chirac. Vous en parlez, le président Chirac. Il avait cette manie de tutoyer, en fait, les personnes qui n'aimaient pas, c'est ça? Oui, alors, c'est un peu plus compliqué, mais Je sais que sa femme et lui, vous voyez, ça, tout le monde le sait. Donc, ça veut dire qu'il y a, dans ce cas, il y a un lien de respect. Mais alors, du coup, quand il tutoyait quelqu'un d'autre, enfin, ses rivaux politiques. alors, effectivement, le président Chirac avait le tutoiement très, très facile. Ce qui est un peu une stratégie électoraliste. Quand on tutoie tout le monde, on donne l'impression d'être quelqu'un de jovial, de chaleureux, de joyeux, de rassurant, comme, je sais pas moi, un père de famille qui prend sous sa protection des enfants, des choses comme ça. C'est infantilisant complètement. Mais ça construit l'image de l'homme politique comme supérieur,
et sympathique à la fois. Et donc, il tutoyait beaucoup. Mais il continue à vouvoyer les personnes qu'il estimait vraiment, très profondément. Alors, il y a l'exemple de son épouse, et ça, on a un témoignage de leur fille qui dit quelque part dans une interview que Jacques Chirac, donc vous voyez son épouse, mais tutoyait par exemple les maîtresses qu'il pouvait avoir. Les amours contingentes, comme dit Sartre, qui ne comptent pas vraiment, mais le pilier, le point de repère, l'épouse légitime, et vous voyez. Et il se trouve qu'il faisait pareil en politique. Je veux dire, pas face aux électeurs, mais face aux ministres, face à ses lieutenants, etc. Voilà. Voilà. Et donc, c'est François Bayrou, qui est un ancien ministre lui-même, qui explique ça dans un livre. Chirac tutoyait comment dire, ses adversaires, ou ceux qui étaient à son sens inférieurs à lui. Et donc, il tutoyait Sarkozy, qui était son ministre de l'Intérieur, il tutoyait Jospin, qui était son Premier ministre, etc. Mais il vous voyait ceux qui étaient vraiment ses camarades les plus proches. Et donc, il vous voyait Alain Juppé ou Dominique de Villepin, qui ont tous les deux été Premier ministre. C'est un peu le monde à l'envers. Parce qu'en général, le tutoiement enregistre l'affection, la proximité, la confiance. Et le vous, c'est plutôt face aux inconnus, quoi. Les gens qu'on croise dans la rue. Et bien, avec Chirac, c'est un peu l'inverse. Oui, c'est ça. Ça montre à quel point les valeurs du tu et du vous sont irrationnelles, réversibles et compliquées. C'est ça, c'est ça. C'est vraiment irrationnel, les valeurs du tu et du vous. Parce que le tu, c'est censé être quoi? Familier, c'est censé rapprocher, alors que le vous est censé éloigner. C'est quelqu'un avec qui on n'est pas proche. Bon, il y a peut-être un rapport hiérarchique, voilà, quelqu'un qu'on ne connaît pas, tout ça. Mais finalement, comme vous le dites, vous constatez effectivement, et on lit, on s'est dit, mais effectivement, c'est vrai ce que vous faites remarquer. Le vous, finalement, le vous, bon, incarne le respect, mais parfois aussi non. Parce qu'en lisant le cas du président Chirac, finalement, non. Non. Enfin, le vous, si, le tutoiement, non. Le vous, oui. Dans son cas, Chirac, oui. Dans ce cas, je vais lire un autre. J'ai confondu. Le vous, parce que je disais le vous, en fait, si vous voulez, ça exprime l'éloignement. Oui. C'est ce qu'on se dit, en fait. Le vous exprime l'éloignement de ça. Mais c'est vrai, dans le cas du couple Chirac, ce n'est pas quand même l'éloignement. Voilà, c'est une façon de faire qu'ils ont. Et je peux prendre un autre exemple, le tutoiement. Le tutoiement, en général, ça enregistre l'affection. On est de la même famille, on s'aime, etc. Mais il y a un cas particulier, c'est l'automobiliste, par exemple, qui se fait dépasser par quelqu'un et qui va l'insulter en le tutoyant. Dans ce cas-là, le tu dit la colère. Et donc, évidemment, une forme de distance. Une personne qu'on va vous voyer, si on la croise dans la rue pour lui demander l'heure qu'il est ou je ne sais pas quoi, si elle nous fait une queue de poisson en voiture et qu'on est un peu colérique, on peut facilement la tutoyer. Ce tutoiement n'est pas là pour enregistrer l'affection, il est là pour enregistrer l'émotion, l'affectivité. Quand on est très en colère, c'est un tu qui sort. Et il y a un autre exemple qui a été analysé par des linguistes, c'est celui, alors j'espère que ça n'arrive pas trop souvent, si on est dehors et qu'on croise quelqu'un qui est sur le toit d'un immeuble ou d'un balcon et qu'il va sans doute sauter, quelqu'un qui veut se suicider, eh ben, à peu près à tous les coups, on va lui dire « descends, fais pas l'idiot, arrête », etc. On va le tutoyer, alors même qu'on ne le connaît pas, autrement on l'aurait vouvoyé. Mais là, on le tutoie parce qu'on est tellement bouleversé par l'idée qu'on va assister à quelque chose d'horrible que le tutoiement est là. Et puis c'est aussi un tutoiement qui essaie de rassurer un peu l'autre, je crois. Oui, c'est ça. Je crois que c'est une façon de rassurer l'autre et dire je suis avec toi. Oui, Voilà. absolument, de solidarité. Il t'arrive ceci, c'est le rapprochement avec l'autre, effectivement. Ah là là. Maintenant, je voulais lire justement par rapport au vous. On va lire, mais j'étais pliée. Donc, Bonaparte. Oui. Bonaparte qui écrit à Joséphine. Mais alors, il se tutoyait normalement, mais normalement non, parce qu'il y a des écrits quand même de Bonaparte que j'ai lus, et on voit qu'il vous voit sa femme. C'était entre les deux. Il vous voyait des fois, il tutoyait des fois. Justement. Alors, pour deux raisons.
historiquement, au XVIIIe siècle, parce que là, on est encore à la toute fin du XVIIIe siècle, la langue est plus souple sur cette question. On peut vraiment dire à la fois tu et vous à quelqu'un. Et ça se voit vraiment partout. Je veux dire, ça se voit beaucoup en littérature, mais aussi dans des lettres, des témoignages de l'époque. La langue est plus souple. Et la deuxième raison, c'est que euh, ça devient aussi un peu un jeu pour les gens de l'époque. Quand Napoléon va mettre un tu dans une lettre à Joséphine, il sait qu'il ne fait pas forcément comme d'habitude. J'imagine qu'il se vouvoyait comment dire, en public, lorsqu'il y avait une dimension de représentation. J'imagine qu'il se tutoyait dans l'intimité, mais qu'à côté de ces deux situations, il devait parfois un peu alterner selon l'humeur du moment. Et là, on est encore dans ce sismographe qui est le tu, qui est le vous. Comme aujourd'hui, paraît-il, les couples qui se vouvoient. Bon, j'ai eu beaucoup de témoignages de couples qui se vouvoient, mais qui parfois, paf, il y a un petit tutoiement quand même, pour créer une rupture, pour s'amuser, pour faire une blague. D'ailleurs, on parlait de Chirac tout à l'heure, mais j'ai lu une interview de Madame Chirac où elle dit, quand Jacques veut me mettre en colère, il me tutoie. Le tutoie, oui. Voilà. Donc là, c'était une démarche taquine, en fait, de plaisanterie de la part de Chirac. Mhm. Alors, dans le cas de Joséphine, ben non, hein, je ne sais pas pourquoi. Alors, je vais lire ça parce que c'est tellement… Vous écrivez, le 30 mars 1796, Napoléon Bonaparte est à Nice. Hein, et la campagne d'Italie a commencé. Le général en chef s'apprête à livrer bataille contre les Autrichiens. Et le voilà dans ses quartiers. L'air soucieux, il écrit une lettre, une missive quelconque, un ordre, un ultimatum. Non. C'est des mots d'amour pour Joséphine qu'il vient d'épouser au début du mois. Il dit ceci: je n'ai pas passé un jour sans t'aimer. Je n'ai pas passé une nuit sans te serrer dans mes bras. Très rapidement, pourtant, la tendresse laisse la place aux reproches. Hein? C'est vous qui l'écrivez. Alors, après ces deux belles phrases, je n'ai pas passé voilà, une nuit sans penser à toi. Et là, dans ta lettre, tu me traites de vous toi-même. Ah, mauvaise. Comment as-tu pu écrire cette lettre? Qu'elle est froide. C'est marrant, hein? Vous toi-même. Napoléon cite Joséphine. Vous toi-même. Tu me traites de vous comme si c'était une insulte. Elle le traite de vous comme si, voilà, il la traite de vous. Mais en fait, on se rend compte qu'elle avait un amant. Oui, aussi, oui. C'est ça. La Voilà, distance qu'il sentait entre elle et lui était bien là, en réalité. Et puis, ils ont fini par divorcer. oh là là, oh là là. Mais vraiment, c'est à lire, on se dit, ben voilà, hein? Dans ta dernière lettre et tout, voilà, tu me traites de vous toi-même. Mais enfin, vous, et je me dis, mais il y a des lettres, enfin, il a écrit, des fois, il écrivait des lettres, des poèmes, des fois, il disait tu, des fois, il disait vous, mais là, vraiment, il était en colère. Bon, l'État aussi s'apprêtait à livrer bataille, donc il était dans un autre, voilà, à fleur de peau, à fleur de peau. Mais vraiment, écoutez, vos remarques sont tellement pertinentes que, effectivement, ça nous fait réfléchir. Ça ne peut que nous faire réfléchir. Alors, les hommes politiques, n'en parlons pas. Hein. Vous parlez effectivement aussi de ces rapports entre les journalistes et les politiciens. Quand ils arrivent sur le plateau, après ça se confond, c'est plus si voilà. Vous, tout ça, c'est vraiment très, très intéressant. Un autre aussi vous avez parlé de Mitterrand. Je parle plus des personnes qu'on connaît parce que vous parlez de tout le monde, hein, vous parlez des personnages depuis le XVIIe, XVIIIe siècle, tout ça. Mais là, je parle plus du monde actuel, notamment le président Mitterrand, qui vous voyait Anne Pinjot. Hein? C'est ça? Oui. Alors, Anne Pinjot était la maîtresse du président Mitterrand, la mère de Mazarine, l'enfant caché au début. Et leur correspondance a été publiée. C'est un livre magnifique. Je veux dire, lettres de Mitterrand à Anne Pinjot sont de la poésie, sont passionnantes. Magnifiques. Oui, Oui, c'est un poète. vraiment, vraiment. Et ce qu'on constate dans ces lettres, c'est que Mitterrand la vouvoie toujours au début, dit tu pour la première fois dans une lettre, alors qu'ils ont passé leur première nuit ensemble. Donc là, le tu enregistre aussi quelque chose, la petite boîte noire, le sismographe. Le tu enregistre le rapprochement intime, ce qui s'est passé pendant cette nuit.
Et après, dans les lettres qui suivent, eh bien, il y a de nouveau les deux. Il y a un vous respectueux, il y a un tu affectueux, et les deux s'entremêlent de manière très, très belle, et aussi un peu ludique, un peu savoureuse. Mitterrand s'amuse aussi. Il sait très bien ce qu'il fait avec la langue, il s'amuse. Il y a une lettre, je n'ai plus en tête exactement, mais quelque chose comme je t'écris cette lettre pour vous dire que je pense à vous, quelque chose comme ça, ou l'inverse, je ne sais plus. Il y a un jeu qui montre aussi la complicité. Oui. Je crois que c'est important. Quand il y a un jeu entre le tu et le vous, c'est que ce jeu est forcément partagé par deux joueurs, la personne qui parle et la personne à qui cette personne s'adresse. Et ce jeu n'existe que pour ces deux-là. C'est un peu comme les surnoms qu'on peut se donner au sein d'un couple. Deux personnes qui s'aiment, qui s'amusent à se dire tu ou vous, c'est exactement pareil que deux personnes qui s'aiment et qui se donnent des surnoms. Ça singularise la relation. Ça dit à l'autre qu'il n'est vraiment pas comme les autres. Mhm. Mhm. Intéressant. C'est vraiment intéressant quand on prend le temps de s'asseoir et cogiter sur ce tu et vous, hein. C'est vraiment très intéressant. Alors, pensez-vous que l'on va vers un vacillement du vous? Euh, Voilà. oui, alors, d'une manière générale, le vouvoiement recule. Il recule dans toutes les langues. Le tutoiement est de plus en plus présent. En italien, en allemand, en espagnol, euh, le tutoiement est beaucoup plus, enfin, de plus en plus facile, y compris face à des gens qu'on ne connaît pas, des commerçants, un serveur dans le café, etc. Les réseaux, les Et les réseaux. réseaux, oui, bien sûr, effectivement. Euh, En France, le vous recule aussi, parce qu'on a vu le tutoiement apparaître dans la publicité dans les années 80, dans les entreprises dans les années 70 à peu près, où on se met à tutoyer le patron, par exemple. Le tutoiement à l'église, en religion, depuis les années 60, enfin bon bref. Le tutoiement est de plus en plus présent. Mais le vous résiste mieux que dans d'autres langues. Je crois que les Français de métropole restent très attachés au vouvoiement, et ce vouvoiement est encore vivant. Il y a quelques années, la SNCF, donc la compagnie des chemins de fer français, avait créé un logiciel qui permettait d'acheter des billets de train sur Facebook, donc sur les réseaux sociaux. Et ce logiciel tutoyait les clients possibles, au début, en 2017, je crois. Et quelques mois après, le truc a été reprogrammé pour que les clients soient vouvoyés. Parce qu'ils ont dû se rendre compte que ça ne plaisait pas aux gens, tout simplement. Qu'on n'a pas envie de se faire tutoyer par une machine, qu'on a. Ce qu'on voit aussi dans la publicité, je veux dire, il y a des marques qui tutoyaient dans les années 80 et qui maintenant vous voient parce que ça fait plus chic, ça fait plus élégant, etc. Mhm. 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 Ah oui. De toute façon, moi, je pense, conclusion, je crois que les deux, le vous n'est pas près de disparaître. Je ne pense pas. En tout cas, je crois que s'il disparaît, ce sera le fruit d'une évolution longue et lente. Parce qu'une langue, c'est toujours vivant, heureusement, mais une langue évolue lentement. Quand Mussolini a voulu, d'un trait de plume, interdire le lei, le vouvoiement poli en italien, euh, ça a duré quelques mois, puis ça n'a pas marché, et heureusement. Quand les révolutionnaires ont voulu interdire le vous, c'était pareil. Je crois qu'une intervention de l'État, surtout si c'est une dictature brutale, ne fonctionne pas. Il faut laisser la langue vivre, respirer. Donc, Regarde, votre livre est tellement intéressant sur tous les aspects. Regardez la forme, regardez, c'est tellement bien fait. C'est une œuvre d'art esthétique. Le livre est très esthétique. Voilà, on ouvre bien. Du coup, on a un marque-page. Pas besoin de s'acheter un marque-page. On a un marque-page, de belles pages, des fois avec plein de couleurs. Et puis voilà, mesdames et messieurs, franchement, découvrez ces belles anecdotes. Voilà, on se souvient de certaines, mais il y a d'autres aussi, parce que vous avez vraiment fait un gros travail de recherche aussi. Bon, c'est vrai que vous êtes vous-même prof de littérature, donc on repart dans les années Montesquieu, Voltaire, voilà. On retrouve toutes ces anecdotes de l'époque et c'est tout simplement super, vraiment super.
Ça nous a... Et puis la fameuse anecdote de Madame Chirac, quand Jacques veut me mettre de mauvaise humeur, il me tutoie. C'est ça. On retrouve plein d'anecdotes. Donc, mesdames et messieurs, découvrez-le, hein, découvrez ce beau livre. Regardez l'esthétique qu'il y a, un vrai chef-d'œuvre. Voilà, Monsieur Kern, si vous avez quelque chose à rajouter avant qu'on ne dise au revoir aux auditeurs. Je peux vous dire que l'aspect esthétique, j'y peux rien. C'est les éditions Flammarion qui ont fait un beau livre. Je voudrais les remercier. Je voudrais vous remercier, vous, évidemment, pour ce moment d'échange. Et vous dites aux auditeurs, où est-ce qu'on se procure votre livre? C'est un peu partout dans les librairies. Hein? Oui, et d'ailleurs, il vient d'avoir une deuxième vie parce qu'il a été repris en poche aux éditions J'ai lu. Donc, vous pouvez l'avoir en petit format, en librairie, ou je pense... voilà. J'ai lu. J'ai lu, au format poche. Il y a tout le contenu. Donc, allez-y, vous allez vous marrer et puis vous réfléchirez vous-même au quotidien. Qu'est-ce qu'on fait? On tutoie, on vous voit, on se pose les règles dès le début, où ça va de soi, mais on se rend compte en fait que ça peut effectivement créer une insécurité, un dilemme. Quand il s'agit de la belle famille, ou ce n'est pas un dilemme, si les choses ne sont pas dites, le premier contact est toujours, on se pose la question, on se dit, voilà. Donc, ça peut mettre mal à l'aise, c'est ça. Voilà. Donc, voilà. Ça nous fait réfléchir. Merci à vous, Monsieur Kern. Vraiment, merci à vous parce que c'est un sujet dont on ne pense même pas, si vous voulez, à nous poser la question. Parce que ça passe, on tutoie, on vous voit, tout ça. Mais derrière, quand même, effectivement, il y a ces dilemmes, la peur de vexer, la crainte d'être taxé de guindé. Et puis, voilà, c'est juste savoir que c'est la langue. Hein? La langue nous oblige à dire tu, vous voyez les supérieurs, voilà, du tout, voilà. C'est donc une interrogation qu'on se pose par rapport à la langue que l'on parle, le français. L'anglais, c'est vite fait, quoi. Voilà, on ne se pose pas de questions. Donc, la langue française nous oblige à dire tu ou vous. Voilà. Ce n'est pas si évident. C'est ce que je voulais vraiment dire. Ce n'est pas si évident. Écoutez, un grand merci à vous, Monsieur Kern. Merci. Merci. Merci pour ce point. Voilà. On se dit à très bientôt. Avec plaisir. Au revoir, madame. Merci. Merci. Donc voilà, mesdames et messieurs, nous remercions donc Monsieur Étienne Kern pour ce livre qui nous fait réfléchir effectivement sur le tu et le vous. C'est assez compliqué. Comme il le dit, c'est plus ou moins irrationnel. Parce que ici, on enseigne le français à quelqu'un qui n'est pas français et lui dire que le vous est réservé aux personnes qu'on ne connaît pas, aux supérieurs, ou voilà, le tu, c'est plus familier, on tutoie les parents, on tutoie les amis, on tutoie, mais en fait, quand on regarde, c'est pas vrai. Comme il le fait remarquer M. Kern, il y a des couples qui se vous voient, il y a des enfants qui vous voient leurs parents. Donc, autour de vous, vous devez en connaître. C'est donc pour vous dire que c'est pas évident. Et c'était bien qu'on en parle de ce tu et de ce vous. Parce que des fois, c'est un dilemme. Ça peut mettre mal à l'aise aussi. Et puis, voilà. C'est bon à voir. C'est chacun à s'adapter. Hein. Tu est-il un rapprochement ou vous appelle-t-il l'éloignement? On ne sait pas. C'est à chacun de voir. Voilà, en tout cas, très intéressant. Un beau livre, très intéressant. Et lisez-le avec toutes les anecdotes. Vraiment, on se marre. On passe un agréable moment. Voilà, mesdames et messieurs, je vous remercie de nous avoir suivis. N'oubliez pas, soutenez-nous, abonnez-vous, mettez le pouce et partagez. Je vous remercie. On se dit à très bientôt.